Dans ma première vidéo, je vous présentais le projet Amsterdam dans sa globalité. Je vous ai dit qu'on s'intéresserait à toutes sortes de mouvements et de styles artistiques présents ici, à Amsterdam, au travers d'un artiste iconique. Aujourd'hui, je vous propose donc le premier épisode de cette série sur l'art et la société. Quand on recherche des œuvres et des artistes à Amsterdam, on se retrouve inévitablement au Rijksmuseum. Un bâtiment construit par Peter Cuypers à la fin du 19e siècle qui abrite une grande partie des chefs-d'œuvre emblématiques du pays. Signifiant le musée d'État en français, le Rijksmuseum est le musée le plus important de tout le pays. 15e musée le plus visité en Europe avec pas moins de 2,3 millions de visiteurs par an. Il rend principalement hommage aux artistes de l'âge d'or néerlandais, cette période entre le XVIe et le XVIIe siècle où les Pays-Bas se hissent au rang de première puissance commerciale mondiale. Cette époque est particulièrement fructueuse pour les arts et la culture hollandaise qui bénéficient de la puissance économique du pays et obtiennent alors une renommée internationale. Et l'artiste qui nous intéresse pour cette vidéo est à l'origine même de cette ascension culturelle. Considéré encore aujourd'hui comme l'un des plus grands maîtres, il est une référence indéniable dans le domaine de la peinture. Inspiré par les techniques du Caravage, Rembrandt utilise soigneusement le contraste entre l'obscurité et la lumière pour souligner le principal sujet de ses œuvres à l'image d'un metteur en scène. Pendant mes recherches, j'ai eu la chance de parler avec Monica de Ruyter, une guide spécialisée dans les œuvres de Rembrandt, que j'ai rencontrée au Rijksmuseum et à qui j'ai pu poser quelques questions pour nous éclairer sur la vie de cet artiste si célèbre. Et d'ailleurs, commençons par cela. Pourquoi est-il si célèbre ? He actually was the first painter who was painting the way he is painting. So he was breaking all the rules and at the same time showing a perfect own sort of style. And his rules were that he wanted to show light and contrast in light. And he made beautiful portraits of people in all kinds of situations and they were very real. And there was no other person who could do it the same as he could do it. Prenant conscience de son don, Rembrandt quitte Leyde, sa ville natale, pour s'installer à Amsterdam à l'âge de 20 ans. Là où le peuple a soif d'art, mais possède surtout les moyens financiers pour l'acquérir. Et c'est aussi grâce à ce peuple et cette société prospère que Rembrandt connut un tel succès. Rembrandt was living in a very, very rich society. It's the golden age in Holland, 1600 to 1700. And the economy was flourishing. We actually went overseas to have a lot of colonies, so we had a lot of trade, and everybody was profiting from the trade, so people were very rich. In another society, you would not have been as famous, and that is because, first of all, it's the first time that there was a free market for the art. So before the church was the one who was asking for paintings and the painters were anonymous, they didn't have a name. And when the 17th century started, we as normal people, as citizens, were the buyers of art. So there was no church commanding how to do it. They were just normal people wanting to have something on the wall that they liked and it was different from the church. So they paid and they were rich because of the colonies. And within this atmosphere, Rembrandt was flourishing and we get a lot of people saying, oh, you have to go to Rembrandt to make your portrait. So he got more and more portraits of rich and famous people. So the whole society was actually working with him and with his success. Au-delà de son art, on constate que la notoriété même de Rembrandt est un reflet de cette société du XVIIe siècle. Mais il doit sa réputation à sa persévérance et sa créativité. Dès son plus jeune âge, il apprend, chez des peintres célèbres, assiste à des cours d'anatomie, mais surtout, il expérimente, en se lançant des défis à lui-même afin de perfectionner sa technique. Et pour cela, il choisit le modèle qui lui sera le plus patient, lui-même. He made about 80 to 100 self-portraits when he started with self-portraits and he wasn't that famous yet. He was trying out all different expressions of his own face. So he made also etchings. And you see all kinds of different facial expressions. And then he didn't have to think of the customer. So he could just make his own study and he didn't have to think of what the customer wanted. So it gave him a lot of freedom
first of all, it's not that expensive to have a mirror and just make your own face. And second of all, he could make all different emotions, no matter who was watching. So you see a lot of very funny etches with strange faces that he's trying out. So surprised or angry or sad. Rembrandt comprit rapidement que ses autoportraits deviendraient son image de marque et qu'en créant du contenu différent, il susciterait l'intérêt et la curiosité des acheteurs. Et c'est aussi là qu'on reconnaît la puissance commerciale de cette société. Nombreux sont les artistes néerlandais qui utilisaient certaines techniques marketing dans le but d'améliorer leur carrière. There were a lot of painters in the 17th century who were branding their own product. They were all, a lot of painters were putting their own face on the painting, for example. Like Rembrandt, but also Jan Steen, he did the same thing, or Van der Helst, they all did it kind of like a branding thing. Sometimes he would give away a self-portrait as like a card, like a visite card, also like marketing. So it would be a marketing tool as well. If we would have an order, a commande, if we would have something to do, like a big portrait assignment, he would give his own self-portrait away as a sign, like, I was here. And what they also did, they specialized. So they started to specialize in different styles. So you had landscape artists, you had still life artists, you had portraitists. So they wanted to be noticed. That's also how they were marketing themselves. And style, they used all this very specific individual styles. Mais c'est cette mentalité et cette même société qui lui valut sa perte. En 1639, Rembrandt est à l'apogée de sa carrière, et les gens le supplient pour avoir une peinture. C'est à cette époque qu'il ne signe plus que de son prénom, Rembrandt, à l'image des maîtres italiens comme Raphaël ou Michel-Ange. C'est aussi à cette époque qu'il termine son chef-d'œuvre mondialement célèbre, La Ronde de nuit. Il s'achète alors une maison, assez grande pour accueillir sa famille, son atelier et ses nombreux apprentis, pour la somme considérable de 13 000 florins. Dans l'incapacité de payer cette somme en une seule fois, il eut recours à un prêt financier, qu'il traînera finalement tout au long de sa vie. Rembrandt est un grand collectionneur d'art, et sa maison est une véritable galerie, faite d'objets et d'œuvres en tout genre. Il conserve de nombreux tableaux de ses apprentis et en achète d'autres, à des peintres célèbres. On sait par exemple qu'à l'époque, il possédait un tableau de Raphaël. Mais vivant largement au-dessus de ses moyens, il dut vendre la majeure partie de ses biens en 1656 pour s'acquitter de ses dettes. C'est à ce moment-là qu'un inventaire complet de la maison de Rembrandt a été fait. Document qui nous permet aujourd'hui de visiter sa demeure telle qu'elle était à l'époque. Il passe les dernières années de sa vie seul et appauvri. Malgré que sa notoriété soit toujours aussi forte, le nombre de ses commandes diminue. Il réalisera tout de même pendant cette période certaines œuvres très célèbres, notamment le syndic de la Guilde des drapiers. Il n'aura finalement jamais quitté sa Hollande natale et il finit sa vie à Amsterdam le 4 octobre 1669. Pendant ces quelques 40 années d'activité, Rembrandt se donna pleinement à son art. Il révolutionna la peinture en la faisant vivre encore aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode sur l'art et la société. Comme je vous le disais dans la vidéo d'intro, on va pas faire que parler peinture dans cette émission. Mais voilà, je me devais de commencer par Rembrandt. Le prochain épisode sera centré sur Banksy, le street art et la façon dont la société moderne consomme l'art.
Et pour finir, je vous recommande vivement d'aller visiter donc le Rijksmuseum à Amsterdam, qui est un peu le Louvre des Pays-Bas entre guillemets. Il y a plein d'époques de styles différents, c'est un lieu incontournable pour votre futur voyage. Et je vous conseille aussi donc le musée de la maison de Rembrandt. C'est les images que vous avez vues dans la dernière partie de la vidéo. Ils ont vraiment réussi à leur reconstitution et c'est vraiment une bulle temporelle pleine d'anecdotes sur l'époque et sur le peintre. Et donc moi je vous dis à dans 2 semaines si tout se passe bien. Et merci encore.